Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation de Dialogue Danse Actuelle, qui est un projet de médiation de art-circulation qui invite des artistes et des experts de différentes sphères professionnelles pour discuter d'enjeux contemporains et de sujets comme la politique, l'environnement, la science, l'économie, la diversité et les pratiques artistiques. Aujourd'hui, on discute de corps et de ses multiples espaces, de ses assemblages de design et de chorégraphie du quotidien avec Andrea Penna, chorégraphe et designer industriel, et Guillaume Metier, qui est professeur en théorie de la ville et rapport espace et société au département d'études urbaines de l'UQAM. L'échange d'aujourd'hui s'articule autour de l'espace conçu pour le corps et du corps conçu et transformé par l'espace. Alors, bienvenue Andrea, bienvenue Guillaume. Andrea, tu es chorégraphe et directrice artistique de Andrea Penna et Artistes que tu as fondé en 2014. Guillaume, tu as d'abord fait des études en sociologie pour ensuite t'intéresser aux études urbaines et tes recherches actuelles portent sur la ville et la culture numérique, entre autres. Je vous inviterais peut-être à parler de votre parcours, de parler un peu de ce qui vous habite, de ce qui vous allume. Il y a des liens à faire entre vous deux. Vous êtes intéressé par le corps dans l'espace urbain. Andrea, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ton cheminement, tant comme chorégraphe que comme designer industriel? Oui, merci. J'ai toute une pratique, avec Andrea Penna Artistes, qui est chorégraphique, une pratique qui est vraiment ancrée en moi aussi en tant que danseuse professionnelle avant et maintenant vraiment quelqu'un qui est plongé dans l'univers de la chorégraphie. Mais j'ai toute une pratique aussi en design industriel. J'ai une bac en design industriel et je suis juste en train de finir ma maîtrise en design as well. Donc, c'est vraiment mon univers personnel, mon travail artistique est vraiment dans ce mélange entre la notion du corps, mais la notion du corps dans l'espace, le corps en relation avec la matérialité, le corps en relation avec, comme on dit en anglais, the built environment. Donc, j'essaie de vraiment entrelacer ces deux choses-là. Par exemple, dans la maîtrise, c'est une maîtrise qui regarde beaucoup, en fait, les chorégraphies du quotidien. Donc, comment les objets imposent un type de chorégraphie sur le corps. Donc, j'essaie de ramener la connaissance chorégraphique dans ma pratique du design et le monde du design académique et l'inverse, en fait, dans tous les travaux qu'on fait dans la compagnie APNA, c'est vraiment, j'essaie de ramener toute cette réflexion du corps dans l'espace, corps en relation avec les matériels, des univers matériaux dans la réflexion de travail des APNA. Donc, on est vraiment dans cette type de hybridité et moi aussi, comme une personne colombienne, je suis immigrant au Canada aussi. Je suis vraiment fascinée en fait par l'hybridité au cause de mon moi personnel, mais aussi comment je peux ramener cette notion de in-between beaucoup dans mes réflexions et les travaux qu'on fait. Ça me fascine comment ton parcours conjugue plusieurs éléments, une espèce de plaque tectonique qui convergent dans ton travail. C'est quand même c'est intéressant. Plaque tectonique. Plaque tectonique. Entre autres, le design industriel aussi, où là, c'est vraiment l'objet, puis le corps, puis toute la relation entre les deux. Et toi, Guillaume, tu as commencé par la sociologie. Et qu'est-ce qui t'a amené vers les études urbaines et comment tu as fait? J'envie son parcours. Là. Je pense que je vais changer mon histoire, finalement. Ça va être différent. J'ai une histoire un peu désorganisée jusqu'à un certain point qui me menait à l'université par toute une série de hasards, de circonstances, dans un contexte où je ne savais pas qu'on pouvait avoir une carrière universitaire à un certain âge. Il n'y en avait pas dans ma famille, en tout cas. Bref, ce n'était pas un univers que je connaissais du tout, mais qui a commencé à m'intéresser un peu au cégep, pas tant, mais plutôt à l'université. Donc, j'ai toujours fait de la musique depuis l'adolescence. J'étais musicien, je suis batteur. Et
au début de la vingtaine, j'avais décidé que ça serait pas que ça ma vie. Je voulais faire autre chose sans trop savoir. Je suis allé à l'université, j'étais en sociaux, j'étais un petit peu perdu là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai découvert à l'intérieur de la sociologie une sous-branche, un sous-domaine de gens qui s'intéressaient à l'architecture puis au design urbain en tant que manifestation d'une culture à un moment donné, puis à toutes les époques. Puis ça a été mon point de départ pour me dire, ah, moi aussi, je veux faire ça. Donc, j'ai fait une maîtrise en sociaux où je m'intéressais à Beyrouth, en tout cas. Un parcours un peu compliqué qui m'a mené en études urbaines, qui me menait à m'intéresser de plus en plus à la ville, donc plus qu'aux objets isolés, m'intéresser à l'espace public finalement. Et voilà, donc j'ai continué là-dedans. J'ai continué à faire de la musique aussi parallèlement, ce qui m'apparaît important dans une vie, d'être dans des univers complètement différents. Ça me rafraîchit. Je dis à la blague, quand je suis tanné d'un milieu, là, je suis content de mettre le pied dans l'autre. Ouais. Juste comme ça. Oh! C'est ça qui me sauve. Ouais. Et voilà, donc c'est ça. Mais de plus en plus, là, je suis professeur depuis 3 ans, donc là, c'est de plus en plus établi le centre de mon travail. Et finalement, ce qui m'intéresse beaucoup depuis, c'est le numérique, mais l'espace public. Et si je m'intéressais aux objets au départ dans une perspective sociologique, donc jumelais un intérêt pour comprendre la société dans son ensemble à travers des formes précises. Les humains sont arrivés dans mon parcours à travers ça. Et maintenant, mes projets tournent beaucoup autour de la relation corps-espace, autour notamment de la notion d'assemblage. Là, on en a déjà parlé un petit peu en se préparant pour la rencontre aujourd'hui. Donc, on va y revenir, mais c'est ça, c'est beaucoup ça qui m'intéresse maintenant, de plus en plus. Il y a des beaux liens à faire entre vos deux pratiques ou vos deux réflexions, du moins. Je suis allée voir un petit peu là, par rapport à ton œuvre Manifesto, qui est un triptyque chorégraphique pour 6 interprètes. 9 maintenant, OK, ça s'est agrandi. Qui interagissent entre autres avec une machine, puis tu t'intéresses à cette notion d'artificialité autour des corps, autour de l'espace. Puis je trouve que ça fait écho aussi à ton ouvrage « La ville analogique, repenser l'urbanité à l'ère numérique », où est-ce qu'il y a aussi une dépersonnalisation du corps humain, des relations interpersonnelles, comme c'est cité un peu dans ton petit texte. Je trouve que les deux se parlent beaucoup, cette question à l'ère dans laquelle on vit, il y a une désincarnation de nos corps, de nos relations, pour entrer dans des formes d'avatar, si on veut, puis toujours être dans l'espace numérique ou virtuel. J'aimerais ça que tu parles un peu plus de cet esprit-là, de désincarnation puis d'artificialité dans ton travail, de Manifesto, entre autres, mais j'imagine que ça se manifeste aussi dans tes autres œuvres ou dans ton travail de designer industriel aussi. Oui, je trouve intéressant ce lien-là, en fait, avec Manifesto et avec ton parcours de sociologie. Parce qu'en fait, je vois mes pièces vraiment comme une étude sociologique. Okay. C'est une étude d'une société, des êtres humains qui, par exemple, dans Manifesto, on parlait beaucoup d'arriver à créer un écosystème sur scène. Un écosystème qui est pensé pas juste au niveau chorégraphique, mais aussi au niveau comment ce corps utilise l'espace, comment cette sociologie peut se prôle et comment cet écosystème, d'une façon très urbaine, urbaniste, prend l'espace. Donc ça, c'est la notion plus matérielle de la pièce qui, quand tu nommes Manifesto, je pense beaucoup à ce parcours de ta sociologie entraîne en lien avec le travail de l'espace public. Mais avec Manifesto, c'est comme, je pense que nous deux, parce qu'on a un parcours qui est aussi matériel, espace public, ou pour moi, matériel objet, c'est comme le prochain niveau qu'on commence mais qu'on réfléchit depuis longtemps, c'est cette notion du digital. Puis dans Manifesto, pour moi, la question, c'est quoi l'artificialité dans la société? Comment nous, on est vraiment entouré, mais aussi inside and outside de quelque chose qui est artificiel. Et donc, par exemple, dans le premier tableau, c'est tout un tableau qui est digéré, en fait, par du code.
Donc, nous, on OK. press play et on a créé comme des paramètres, en fait, chorégraphiques dedans du code pour que la machine fait un type de sorting. La machine, c'est la personne qui choisit qui va danser où dans l'espace avec quel type de mouvement. Donc, c'est la machine qui fait comme des choix chorégraphiques live et les danseurs sont toujours en train de répondre jusqu'à un moment qui commence à challenge un peu la machine. Mais les choses qui sont intéressantes dans ce dialogue, c'est pas humain contre la technologie, c'est ce dialogue qui est très complexe, nous versus, comment on dit ça, hégémonie. L'hégémonie. L'hégémonie de la technologie, mais jusqu'à quel point on commence à collaborer aussi avec. Mais dans ces tableaux aussi, la chose qui est plus beau, c'est pas de voir l'être humain qui répond. En fait, c'est de voir les moments entre les gens qui arrivent ou cause de des croisements spontanés. Un peu dans un espace public. Parce que chaque personne dans la pièce est en train de faire des commands qui viennent de la machine. Et des fois, il y a des moments qui arrivent qui sont absolument nouveaux. Donc, c'est une mini-société, en fait, qui s'est créée dans ce tableau, qui est en dialogue avec quelque chose qui est artificiel. Donc, oui, ça, c'est comme la façon qu'on a réfléchi dans ce tableau en particulier, que je pense qu'il y a un lien avec toi. Oui, est-ce que c'est modifié à chaque soir, donc en fonction de... Chaque soir, c'est absolument différent. Donc, je press play et les commandes, qui commence, qui va après, puis toutes les rencontres, chaque fois, ça va être absolument différent. C'est quand même incroyable. Hein? Ça demande toute une disponibilité des interprètes aussi, de ne pas savoir exactement qu'est-ce que la machine va commander. C'est intéressant, ça, justement, quand on parle de présence ou d'investissement des corps, d'avoir cette disponibilité aussi. Il y a comme une espèce de paradoxe avec cette machine qui dicte, mais le corps puis l'esprit doit être toujours super actif pour répondre à la commande ou à la demande ou à la configuration qui est différente d'un soir à l'autre. Oui, exact. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Manifesto? On peut-tu toujours, oui? Est-ce qu'on peut toujours, laisser terminer? On n'a pas des dates à Montréal. Il n'y a pas des dates pour le moment. Les diffuseurs. On va l'attendre. Non. Pas pour l'instant. On a présenté l'année passée, donc pour l'instant, on travaille sur nos pièces. D'accord. Je pense que le numérique a ça de fascinant, c'est c'est comme une sorte d'expérience collective qui nous fait voir des comportements qu'on a les uns envers les autres avec une certaine distance maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans l'histoire, à travers l'histoire, il n'y a pas exactement d'équivalent où on peut expérimenter d'une autre façon complètement nos rapports humains avec le déplacement de l'espace public vers le numérique. Et alors, il se passe des choses là, on voit que les configurations sont différentes, ça soulève plein de questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, d'une part, les rencontres humaines de personne à personne, après une dizaine, quinzaine d'années de numérique ubiquitaire, c'est-à-dire des objets qu'on traîne avec soi, je pense qu'il y a une distinction qui apparaît à partir de ce moment-là. D'une part, on se rend compte que ces contacts-là de personne à personne ne sont pas excédentaires, ils ne sont pas fortuits, ils servent à quelque chose dans la vie, ils sont importants. Puis, comme tu disais aussi, dans l'espace public, on a la rare occasion d'entrer en contact, puis même littéralement de s'entrechoquer avec des gens qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer par ailleurs. Ça arrive peu. En ligne, ça n'arrive pas vraiment, ou enfin, c'est un peu une illusion. On reste quand même, on reste accompagné d'une identité numérique, mais on reste dans des bulles, finalement, de gens qui nous ressemblent un peu. Alors voilà, c'est ça. Donc, il y a tellement de choses qui se passent. C'est comme si on se retourne, on regarde par notre fenêtre de notre chambre, sur notre ordinateur, on regarde par la fenêtre, puis on dit, hey, il se passe vraiment des choses intéressantes, puis ça vaut la peine. Pas d'y revenir, on n'a jamais arrêté d'occuper complètement la rue, mais peut-être de voir quel est l'effet, par exemple, de parcourir ces espaces publics-là en étant toujours dans des bulles numériques. Par exemple, je trouve ça quand même fascinant. On parle de chorégraphie. Il y a des chorégraphies super complexes, ne serait-ce que dans un métro, où on se place, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait les uns, bon, est-ce qu'on laisse la place ou pas. Mais désormais, on a ces comportements-là, mais tout le monde est dans une petite bulle, séparé. Donc, on est à côté, mais pas vraiment ensemble. Puis, il y a quelque chose qui est quand même fascinant dans tout ça.
Ça me fait penser quand, en fait, je retourne quand tu parlais un peu de ton background en musique, aussi tu étais drummer. Oui, comment ça? exact. Ouais, Drummer. ouais, batteur. Batteur. Ouais. Je pensais au chaos, comme en tant que drummer, il y a I mean, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu l'idée du chaos. Et c'est intéressant maintenant, tu parles de, on parle de cette différence entre les moments spontanés où des choses peuvent s'arriver et comment le numérique vraiment ça retient la possibilité du chaos qui en fait est très importante dans l'espace public, dans notre notion de corps, mais d'être humain. Comme tous ces croisements, je pense à la pièce aussi, la chose plus belle, c'est quand il y a beaucoup de chaos parce que chaque artiste est en train de répondre, il y a comme un moment où deux personnes se croisent dans ces chaos et c'est ça qui donne la chose humaine, en fait. Et donc, c'est intéressant, je ne sais pas pourquoi, mais dans cette notion de numérique ou cette notion d'être dans une bulle, on retire la possibilité, en fait, d'être en chaos, qui est quelque chose quand même, tu parles du métro, la chorégraphie du métro est un chaos organisé. Ah oui, tout à fait. Je suis absolument d'accord. Hier, j'essayais d'expliquer à une amie, puis c'est pas évident, mais expliquer comment, quand on joue, le rythme, quand c'est des vrais instruments qui jouent, peut être tordu de toutes sortes de façons. Puis c'est pas que c'est difficile à comprendre, mais c'est difficile à expliquer. C'est un peu en avant, un peu en arrière. Je donnais des exemples. Tu sais, comme, ben, tu sais, écoute tel type de musique ou tel artiste, là, ça pousse, là, ça tire. Et si on est capable d'imaginer cette tension-là, qui est vivante et qui est intéressante, c'est précisément parce qu'on a une grille à laquelle on peut la comparer. Puis là, alors, le numérique, c'est pas qu'une grille non plus, mais enfin, tu sais, il y a comme il y a une comparaison qui est possible à faire. Puis je pense quand même que l'élément humain, je suis d'accord avec toi, naît c'est une sorte de propriété émergente qui naît des rencontres fortuites. Puis, je veux dire, on l'a tous et toutes déjà vécu, là, une soirée, on rencontre des gens, c'est magique, la discussion part... Ou c'est comme une conversation. C'est pas organisé, c'est un peu un chaos, mais ça... C'est spontané, ça coule, c'est fluide. C'est ça, c'est quand même incroyable. Puis, mais il y a tellement de règles, et si on se met à analyser chaque petit moment des interactions, on dit... moi, j'ai pas besoin d'astrologie dans la vie. Je me dis, les choses sont déjà super complexes entre nous. Là. La quantité d'informations qui passent par les corps, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Moi, je me posais la question en vous écoutant parler, qu'est-ce que ça veut dire exactement réfléchir la ville ou l'espace public pour favoriser la rencontre? C'est plus clair quand il s'agit d'un événement comme un spectacle, comme le lieu théâtral, qui est un lieu très organisé, en fait, où est-ce que, oui, il peut se créer des rencontres spontanées, mais il y a quelque chose de sacral aussi dans l'enceinte d'un théâtre, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans l'espace public, comme un square ou un bouge de métro, ou une station de métro ou un parc, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire pour des urbanistes, disons, de réfléchir aux espaces publics pour favoriser la rencontre? Est-ce que c'est justement via des événements in situ? Est-ce qu'il doit y avoir une raison d'être là ou c'est de l'aménager d'une façon qui va créer un sentiment? On a parlé de cette relation entre l'intimité dans l'espace public aussi. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je peux en parler en termes de recherche, des recherches auxquelles je participe, mais des recherches aussi qui vont peut-être se traduire en actions concrètes, en tout cas peut-être à Montréal avec le prochain plan d'urbanisme auquel j'ai participé un peu, mais un acteur assez lointain, mais quand même. Il y a un défaut dans notre façon de fabriquer la ville. Il y a une vieille tradition qui consiste à imaginer abstraitement les usages des lieux au moment de la conception. On le fait sur papier. Il y a des mécanismes pour pallier à ça. Il peut y avoir du co-design, un peu de participation. Mais en général, c'est fait en laboratoire. Je le dis, j'utilise le mot par exprès. Et la journée où on
coupe le ruban d'un espace, c'est à peu près la dernière journée où on s'y intéresse. Puis alors que c'est là que ça commence. Ouais. Et, C'est-à-dire qu'on anticipe un peu les usages que pourraient en faire alors qu'on on ne sait pas trop. on ne sait pas en amont c'est quoi les vrais besoins. C'est ça, c'est quand même étrange. Puis Ouais. il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Puis on apprend un peu tout ça avec le temps, mais c'est pas... on abandonne ce moment-là. Et moi, je pense qu'il faut étudier les usages. Il y a une tradition de ça en même temps. Tu sais, il y a de la recherche sociologique au 20e siècle, Goffman, entre autres, les mises en scène de soi au quotidien, où il essayait d'établir un peu des règles, comment se font les interactions dans l'espace public. Mais là, je pense que ça vaut la peine de ramener ça littéralement dans la pratique, dans notre façon justement de fabriquer la ville, de la faire. Ouais. Oui, c'est fou intéressant en fait parce que en fait c'est pour ça que je plongeais dans une maîtrise en design en tant que designer mais chorégraphe parce que ces réflexions que tu nommes en fait ça a commencé pas juste dans l'échelle d'une ville mais c'est dans l'échelle d'un objet. Donc depuis l'industrialisation, on pense par exemple à Le Corbusier. C'est quelqu'un qui a créé une standardisation des tailles du corps dans le monde du design industriel pour pouvoir faire un design d'une chaise plus efficace dans l'industrialisation. You know? Donc, même la façon qu'on crée des objets dans le design industriel, c'est un peu la même. Oui, il y a tous des processus en laboratoire pour tester, pour faire des prototypes, pour faire des itérations d'un objet, mais ces objets ne sont pas 100% testés avec quelqu'un qui va challenger les proportions de l'objet, l'utilisation de l'objet d'une façon qui est plus expérimentale que efficace ou standard. You know? Et donc, c'est intéressant que tu le nommes. Mais ce type de réflexion, ça vient depuis qu'on a commencé à créer des chaises, you know? Et comment ça a commencé dans une échelle d'un objet, et, you know, c'est aussi la façon qu'on a ce type de limitation dans la ville. Et moi, en fait, quand j'ai commencé ma maîtrise, j'étais full intéressée de penser, et ça c'est moi, mais je pense qu'en tant que movement practitioners, on a tellement de connaissances corporelles et on a un peu une grosse manque en fait de littérature par rapport à notre connaissance corporelle. Et donc moi, mon intérêt c'était comment est-ce qu'on peut aussi créer commencer à apporter dans une littérature, c'est quoi la connaissance chorégraphique dehors d'une scène? C'est quoi la connaissance chorégraphique dehors de créer une phrase de la danse contemporaine? Pour pouvoir ramener et transférer ce type de connaissances corporelles vers des métiers qui pratiquent ou qui créent corps, espace, matériel, objet. Et ça, c'est comme une fascination, moi, de dire, ça serait quoi, par exemple, dans ton projet de la Ville de Québec, d'avoir 3 chorégraphes qui font partie de ces projets pour ramener des réflexions, des pistes qui viennent de nous, de notre connaissance des années du corps. Donc, c'est ça pour moi, en fait, pourquoi je voulais ramener aussi la chorégraphie dans la pratique du design, pour un peu la ramener comme une méthodologie qui peut exister dehors de la création d'une œuvre scénique. C'est intéressant. Je me pose la question aussi, Andrea, par rapport à... Bon, tu es une artiste en danse depuis... avant d'être en design industriel, tu as eu ta formation en danse, tu as décidé d'aller vers le design parce que tu te questionnes ou ça t'intéresse, cette mise en espace des corps. Est où la frontière entre la scénographie? Tu aurais pu décider d'aller en scénographie vu que l'utilisation de l'espace t'intéresse. Elle est où la frontière entre la scénographie et le design, la mise en espace d'un point de vue design d'une scène? L'utilisation d'objets, on associe souvent ça à la scénographie plus qu'au design comme tel. Où est-ce qu'on fait rentrer l'aspect dramaturgique aussi? Tes œuvres sont somme toute, en tout cas celles que j'ai vues, quand même assez minimales aussi. On a des corps assez dénudés avec une nudité partielle, où est-ce que le corps est lui-même mise en valeur sans nécessairement tous ces artifices du costume ou de l'objet. Je ne sais pas si tu comprends un peu le sens de ma question. Ouais, j'aimerais ça t'entendre un peu sur cette frontière ou cette différence entre
design et scénographie. Non, merci pour le ramener. Puis maintenant que tu le parles, je dis, oh my God, ça serait tellement fascinant que tu viennes voir la pièce sur laquelle on travaille pour avoir tes yeux. Parce qu'en fait, on travaille sur sur une nouvelle création qui n'est pas manifesto, où je me dis, je veux créer une pièce, je ne sais pas comment dire ça en français, mais from the back door. Donc, je voulais créer une pièce comme de derrière en avant plutôt que d'avant out. Donc, avec toute l'équipe, on est en train de créer une pièce qui fait ça plutôt que de créer une œuvre. Et c'est une pièce qui est énormément industrielle. On a des échafaudages, on a il y a comme une énorme référence à l'industriel dans cette œuvre. Mais c'est intéressant parce que on ne pouvait pas, en fait, la créer en studio parce que de juste avoir les corps en studio, c'était pas intéressant, non, mais c'était pas suffisant parce que la chose qu'on cherchait, c'est le corps en dialogue avec l'univers matériel. Donc, on a déjà commencé en résidence technique et on crée cette boundary moi je dis une landscape, comment on dit ça en français? Paysage. Un paysage. Un paysage. Donc, pour moi, les matériels sur scène, c'est pas une scénographie. Pour moi, c'est un paysage. Et donc, c'est de voir comment le corps interagit avec ce paysage et qu'est-ce que ce paysage va proposer à un corps et comment ce dialogue se fait entre paysage-corps, un peu dans une totale, c'est comme un espace public, en fait, qu'on a sur scène. Puis, on voit qu'est-ce que l'humain veut faire dans ces espaces, mais qu'est-ce que cet espace propose à le corps. Et c'était ça, en fait, le point de début pour cette pièce-là, de vraiment repenser, c'est pas une scénographie, c'est pas quelque chose qui arrive à la fin de la création physique, c'est comme le début du processus, c'est le paysage, pour voir toutes les relations interconnectées qui peuvent exister dedans ça. Ça me fait penser à plein de choses, mais notamment, tu as parlé de chaises tout à l'heure, puis de Le Corbusier. Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui travaille à New York, à Bryant Park, où il y a du placemaking essentiellement. Donc, il y a un organisme qui gère l'activité dans le parc. Depuis longtemps, ça fait quelques décennies déjà, et ça fonctionne bien. Puis, il disait le symbole de Bryant Park, ce qui a marché, c'est les chaises qu'on peut déplacer. Ils ont en fait, ils en ont des milliers de chaises, puisqu'il y a des gros événements des fois. Puis il disait le fait de pouvoir déplacer. En fait, ce qu'il disait, c'est que n'importe qui, quand on nous offre une chaise, on va la déplacer juste un peu. Puis il y a une sorte de chorégraphie, c'est vrai. Puis je me disais, c'est fou, hein? Alors, c'est un détail. L'objet, bon, fonctionnellement. Et d'ailleurs, je pense qu'il a fait venir des chaises qui sont les mêmes que celles du Jardin du Luxembourg à Paris. Donc, les fameuses chaises vertes un peu... C'est ça que j'allais dire, il y a ces chaises... sont quand même superbes, là. C'est un peu un symbole. Mais juste ça fait qu'il se crée quelque chose, une espèce de relation entre les gens. Et un peu comme ta pièce, que j'accepte de voir volontiers, il fallait regarder. Parce que c'est ça, puis ça ramène aussi... J'ai nommé assemblage tout à l'heure, puis moi, je m'inscris beaucoup là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement émergent de réflexion sur la ville, le territoire, le paysage, depuis quelques années. C'est plutôt de la recherche, mais ça va de plus en plus vers la pratique, qui essaie de penser les assemblages. Les assemblages, c'est une façon d'imaginer ce qui dépasse en fait la simple relation entre l'espace physique puis les corps, les personnes, ou le vivant, disons. Qui essaie d'aller au-delà de ça en disant, bien, il y a des choses il y a des moments, disons, qui existent dans l'espace qui sont spécifiques à un endroit particulier. Alors, il y a une influence il y a de l'agentivité dans l'espace qui crée des comportements, mais on a besoin des personnes, de certaines personnes en particulier, pour qu'il se passe quelque chose qui se noue puis qui se dénoue dans l'espace. L'exemple que j'utilise tout le temps, c'est les tam-tams. Les tam-tams, c'est pas vraiment un lieu, c'est pas vraiment juste des personnes qui tapent sur des tambours. C'est comme un drôle de truc qui se crée, qui se forme, puis à la fin de l'après-midi, début de soirée, avec ses odeurs, avec tout ça qu'on sent de très très loin d'ailleurs, qui se crée, qui disparaît, puis qui devient une autre chose. Mais ces assemblages-là, il y en a partout, tout le temps dans l'espace, qui se créent des choses très fortuites,
et d'autres qui durent plus longtemps, d'autres qui sont très régulés, d'autres qui sont très formels. Et ouais, ça m'intéresse ces choses-là. Je me dis, il y a quelque chose il y a des secrets à découvrir encore, certainement. C'est intéressant parce que quand tu nommes le tam-tam, quand je dis on essaie de créer une pièce from behind, c'est exactement ça. Ah, OK. Comme on est en train de créer, parce qu'aussi on a une équipe qui se connaît depuis beaucoup d'années. Il y a il y a un assemblage qui n'est pas là nécessairement, comme dans l'esprit des gens, des liens, des connexions, un écosystème. Et donc, c'est super intéressant cet exemple parce que c'est un peu comme ça qu'on essaie de créer la pièce. C'est tout un événement, en fait, le tam-tam. Il y a une organisation qui est organique, mais qui est entendue par tous les gens qui arrivent. Et ouais, c'est fascinant. Avec ses règles implicites, pas tant explicites en réalité. Puis je pense que c'est intéressant. Je reviens à l'exemple des chaises qu'on peut bouger. Je pense que quand on donne, en fait, je pense, puis il y a de la recherche qui appuie ça aussi, mais quand on donne aux gens la liberté de modifier leur espace, bien souvent, ça va augmenter leur sentiment d'appartenance. Ouais. Ils vont faire plus attention au milieu. On les traite comme j'allais dire, on les traite comme des adultes responsables. C'est ça. Mais on peut le faire avec des enfants aussi. Oui, tout à fait. On peut le faire, au lieu de mettre tout sous cadenas, puis tout serré, puis mettre des protections partout. Si on leur fait confiance, puis ils vont se responsabiliser aussi là-dedans, puis ça fait quelque chose de plus riche, je pense. Ça me fait penser, cet exemple des tam-tams aussi, tu as écrit quelque part que tu ne veux pas tomber dans les pièges de la nostalgie non plus. Les tam-tams, il y a quelque chose de ça aussi, ça fait longtemps, c'est devenu une tradition en quelque sorte. Puis il y a eu d'autres, il y en a d'autres aussi, des événements qui se créent comme ça, mais qui ne restent peut-être pas aussi longtemps, qui sont plus éphémères que les tam-tams. Il y a vraiment une durée dans le temps. À cause du lieu, c'est le Mont-Royal. Pourquoi ce lieu-là en particulier? Ça aurait pu être ailleurs. Mais tu parles de ne pas tomber dans les pièges de la nostalgie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je commence à comprendre pourquoi on est sur un divan, parce qu'on est en thérapie un peu. C'est ça, on est en train de... Bien, c'était dans la ville analogique, c'est la première phrase, parce que je suggère dans ce livre-là de dire, bien, le numérique est advenu, soit, puis c'est peut-être le temps de penser une ville qui ne fait pas juste prolonger le projet de la numérisation de notre vie en mettant des senseurs partout, mais de proposer exactement l'expérience inverse. Puis surtout en partant des défauts du numérique, puis en insistant donc sur des milieux de vie qui sont plus lents, qui sont plus connectés, qui sont plus connectés entre les personnes, je veux dire. Et mon idée, je me déforme avec... Il y a une twist un peu, parce que je ne suis pas nostalgique, mais j'accepte la contradiction, puis je suis prête à m'en défendre. C'est-à-dire que je veux critiquer le numérique jusqu'à un certain point, mais sans dire que c'était meilleur avant, parce que ce n'était pas le cas. Mais on peut se référer à des vieilles technologies, des vieilles façons de faire, les ramener au goût du jour sans pour autant être nostalgique. Comme le vélo, par exemple, c'est une vieille technologie qui est à l'avant-garde aujourd'hui pour des bonnes raisons. Je pense qu'on peut le faire avec... On le fait au 20e siècle, justement, en réaction au modernisme puis au fonctionnalisme. Quand Jane Jacobs, dans les années 60, notamment, commence à dire la ville, la rue traditionnelle, avec des gens en haut, puis des commerces, puis toutes les activités mélangées, bien, ça fonctionnait bien, finalement. C'était pas juste un cancer à éradiquer avec des tours dans des jardins. Et bon, alors... On peut dire qu'il y a un côté nostalgique, mais c'était pas ça non plus. C'était prendre des éléments du passé puis les réinventer dans le présent. Puis qui était bon. C'est ça, exact. Oui. Puis un peu de nostalgie, c'est pas mauvais non plus. Oui. Des fois, en tout cas, quand on se promène moi, j'adore faire la photographie, puis ça me fait tomber dans des moments assez nostalgiques, mais c'est juste pour mon plaisir. Cette chorégraphie du quotidien, tu parles beaucoup puis on voit de plus en plus ça aussi dans le milieu de la danse, là, des parcours, des spectacles, ce qu'on appelle déambulatoires, où est-ce que le public est invité à participer à la chorégraphie ou est autour des danseurs. Mais cette notion de déambulation me fait beaucoup penser aux théories on en a parlé tout à l'heure, de la dérive situationniste et des écrits de Debord. Moi, ça m'a beaucoup intéressée à un moment donné parce que je voulais créer quelque chose autour... de cette forme de déambulation puis de découverte de la ville.
Je ne sais pas si c'est des choses qui vous ont intéressé ou qui vous ont inspiré aussi dans vos réflexions en urbanisme ou en design, les dérives ou... Dérive, ça veut dire... c'est une façon d'aborder... C'est en sociologie, Ouais. en fait. C'est vraiment peut-être que tu peux plus répondre à cette question parce que... derive, ça serait... Ouais, c'est comme se perdre un peu. Ben, ça, les situationnistes réfléchissaient un peu disons, à un monde qui était très déterministe dans les années fin 50, début 60, avec Guy Debord, puis il suggérait, entre autres, de faire littéralement la pratique de la dérive, c'est-à-dire partir un peu au hasard, aller d'une destination à l'autre, puis pas choisir d'avance un itinéraire. Reprendre un petit peu le projet là, du flâneur un peu, mais dans une forme un petit peu plus structuré peut-être. Structuré, peut-être un peu plus radical, un peu plus critique, parce que le flânage continue à exister comme pratique. L'idée dans les deux cas, c'est de dire, ben on nous impose une certaine vision du mouvement qui est basée sur l'efficacité. C'est-à-dire, c'est se rendre du point A au point B. Puis à partir du moment où on prend un pas de recul, si on a la chance de le faire, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est un petit peu absurde là-dedans. Puis moi, en tout cas, quand j'ai l'occasion, ça n'arrive pas souvent, mais une fois de temps en temps, quand je vais à l'étranger, entre autres, puis là, je vais faire de la photo, je me mets en mode contemplatif, puis j'essaie d'être sensible à ça, puis là, je pars presque un peu par défaut parce que je suis perdu carrément. Mais c'est quelque chose qu'on fait quand on explore une nouvelle ville ou quand on voyage, mais on le fait rarement dans notre propre ville, puis ça pourrait, entre autres, faire partie d'un projet d'études sur envoyer des cobayes faire des dérives, puis après ça, recueillir leurs témoignages, puis qu'on nous dise, OK, ces lieux-là, dans un projet d'urbanisme, justement, de dire, OK, qu'est-ce que vous avez observé, puis... Bien, ça me fait penser un peu à, j'avais nommé ça avant qu'on avait parlé l'autre jour, mais cette question des espaces qui sont créés par des gens ou des communautés queer. Donc, on parle de dérive qui est comme, on parle de traces, toi tu parlais d'aller de place A to place B, et c'est des lignes qui sont des lignes communes, des lignes plus, des chemins normatifs, qu'on peut dire. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire parce que, dans un corps qui est queer, il y a toujours des espaces qui ne sont pas, où cette corps-là ne peut pas comment dire, extend, c'est étendre? Oui. C'est étendre dans un espace. Donc, c'est des postures queer qui sont toujours en train de chercher les entre-deux, de chercher les espaces qui sont entre des choses, parce que des fois, dans une société, dans des pays comme le mien, Colombie, il y a tellement des chemins normatifs à suivre, donc c'est intéressant de vraiment voir comment une posture, une corporalité queer, une posture qui est toujours en train de déjà faire une dérivée, faire des chemins qui ne sont pas normaux, habiter des espaces qui sont entre deux choses. Donc il y a pour moi aussi toute une connaissance de la notion du corps en espace. À aller explorer qui vient d'une réflexion queer que je trouve super fascinant, une histoire de corps qui n'avait pas la possibilité de s'éteindre, to extend itself in certain spaces, so corps qui ont that learned to extend themselves through space differently. Ouais, ça me fait penser à ça. Et je pense qu'un organisme urbain, une ville, a besoin de retail, a besoin d'espaces où ces choses-là peuvent s'exprimer, des lieux qui sont plus informels. Tu sais, je pense ici, on est à côté du champ des possibles, qui a ces qualités-là, et puis qui ont été donc conservées avec une action citoyenne concertée. On veut garder les traces industrielles, mais on peut se cacher un peu dans les bosquets. Il y a toutes sortes d'activités quand on passe le matin. Tu sais, il y a eu des feux, on devine qu'il y a toutes sortes d'activités. Et je pense qu'on a tendance aujourd'hui à imaginer qu'il faut tout remplir, qu'il faut penser à un usage précis pour chaque lieu. On continue à penser dans ces termes-là,
Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut garder des espaces plus informels. Et c'est ça, notamment le projet que j'évoquais tout à l'heure, qu'on a fait avec la Ville de Montréal. On est allé voir dans plein d'espaces publics, puis on est allé voir un peu les appropriations. Je ne sais pas si c'était le mot qu'on cherchait tout à l'heure. En tout cas, c'était peut-être ça. Tout d'un coup, j'y pense. Mais on se rend compte que c'est ça, notamment pour des adolescents aussi. On a besoin de se cacher un peu, aller un peu à l'écart. Moi, j'ai grandi en banlieue, à Laval, puis il y avait un endroit au bord de la rivière où on se cachait, puis on faisait des feux. On faisait rien de bien méchant, mais bon, un peu de cigarette, puis etc. On se découvrait, disons. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et ça, avec les années, ces espaces-là, ils sont disparus. C'est des lotissements de maisons, puis ils sont remplacés par quoi, finalement? Par des petits parcs où il n'y a rien à faire, vraiment. Qu'est-ce qu'on faisait ultimement? On retournait dans le sous-sol de nos amis, puis on jouait aux jeux vidéo. Il y a quelque chose qui, à trop vouloir tout organiser, mettre de l'ordre partout, je pense qu'on perd de la richesse qui est pas juste dans la foule, mais qui peut être un peu à l'écart aussi, un peu comme tu décris là, dans les espaces. Puis il y a toute une connaissance à aller chercher. J'avais mentionné dans les liens, puis on le parlait avant, cette livre du Queer Phenomenology, qui a comme beaucoup de connaissances à aller chercher dans des communautés, genre des corps qui ont déjà traversé une fluidité. Et on parlait du chaos, c'est quoi toute cette connaissance, cette philosophie des fluidités, des complexités, de se chercher dans un espace d'une façon différente, dans une identité queer que je trouve fascinant. Moi, comme quelqu'un queer, je commençais vraiment à réfléchir sur ça et me dire, waouh, quand j'ai une partenaire qui est le même sexe que moi, je ne peux pas m'éteindre dans l'espace de la même façon que quand je suis avec un homme, par exemple. Et juste de rentrer dans ces analyses, on commence à comprendre comment ces choses-là sont ancrées dans des objets, dans des espaces publics aussi. Et je pense avec ça à le mot négociation que je pensais avant quand tu parlais de digital. Moi, tu as ramené le mot agentivité. Ouais. Je dis toujours ça, puis je sais que c'est pas vraiment un mot en français, c'est ça que j'ai compris. Ah, c'est On commence à l'utiliser. Un drôle de néologisme, mais je l'ai vu à l'écrit. Good, parce que des fois, j'ai comme... Mais c'est ça, c'est intéressant pour moi, je fais un lien avec la négociation parce que quand tu parlais aussi du digital, il y a toute une littérature de théorie autour de l'interaction, interaction design, Et pour moi, une chose dans ma maîtrise, j'essaie de créer en fait une différence entre ce qui est l'interaction versus ce qui est la négociation. Parce que pour moi, l'interaction, c'est je réagis à quelque chose et j'interagis avec cette chose-là. Et la négociation, c'est plutôt, en fait, comment on dit ça? Je propose plus de mon point de vue. Donc, par exemple, si je veux acheter quelque chose de toi, on va peut-être rentrer dans une négociation. Je vais dire, je te donne 20$, toi, tu es comme non, donne-moi 30. 20$? Je sais pas. C'est déjà commencé. mais comment ramener la notion d'une négociation? Ouais. Je pars un peu loin, mais pour moi, dans le monde du design ou aussi, je ne sais pas, pas l'art, mais l'espace public, des fois, on pense à l'interaction comme pour moi, cette divan, je peux interagir en train de m'asseoir parce que c'est ça comme l'interaction qui est expected. Mais qu'est-ce que ça veut dire si je commence à négocier avec cet objet-là? Ouais. Ça ramène mon point de vue, excuse-moi. Non, ça va. C'était full performatif. J'ai eu peur. mais je commence à... Ça va coûter 20$, ça. Mais c'est ça, c'est dans l'agentivité qui vient avec de rentrer en négociation avec quelque chose. Et ça, c'est vraiment, pour moi, j'ai réalisé, c'est un terme chorégraphique. Ouais. Ça, c'est... Excuse-moi pour le... Non, ça va. Je reviens un peu à un mauvais souvenir, mais est-ce que la COVID, on parlait des espaces publics puis les ados, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que il y a eu des réflexions beaucoup en urbanisme qui ont été soulevées par rapport
ce besoin d'être dehors, de trouver des lieux pour se rassembler puisqu'on ne pouvait pas être à l'intérieur. Les théâtres étaient fermés. Il y a beaucoup d'artistes aussi en danse qui ont pris des initiatives de faire des performances extérieures. Il y en a eu énormément le premier été 2020 où est-ce que les artistes se sont comme mobilisés pour faire des projets in situ dans les parcs ailleurs. Est-ce que vous, ça a suscité des réflexions par rapport à ça, l'espace public, pendant ces 2 années de confinement? Est-ce que ça a suscité plus de réflexions puisqu'on était vraiment dedans puis qu'on n'avait pas le choix de trouver des solutions? Bien, moi, pour ma part, puis comme quelqu'un qui s'intéresse à l'espace public, c'était un peu l'occasion de dire, voici, ça fait des années qu'on dit que c'est important de la coprésence des corps, par exemple, ça change quelque chose. Là, on avait un moment un peu gotcha parce qu'on le voyait, tu sais, bon, un Zoom, ça va, mais je veux dire, il y a plein de choses qui ne transparaissent pas quand les personnes ne sont pas dans la même pièce. Tu sais, l'exemple que j'utilise souvent, c'est le charisme. Tu sais. Ça ne veut rien dire en ligne, c'est quand on n'est pas là. Ça ne veut pas dire que c'est parfait quand on est ensemble, mais ça invite, comme tu dis, à une sorte de négociation qui est différente. Puis je pense que ouais, c'est ça. Le numérique permet aussi, par toutes sortes de moyens asynchrones, de flexibiliser nos rapports les uns avec les autres, tu sais, de recevoir un texte, de s'écrire un texto, d'attendre un peu, il y a une température, il y a tous des codes autour de ça, ce qui fait en sorte que appeler quelqu'un au téléphone aujourd'hui, c'est vu comme étant un peu violent presque, tu sais, c'est directement dans la vie de la personne. Puis, c'est pas que je m'inquiète de ça, mais j'espère qu'on ne perdra pas certains réflexes qui consistent à être ensemble, puis peut-être pas être d'accord sur un sujet, mais pouvoir en parler entre nous. Tu sais, je pense que là-dessus, c'est intéressant à explorer. Puis peut-être l'autre chose aussi par rapport à la pandémie qui me fascinait, c'est que moi, je voyais une extension du domaine résidentiel dans la ville. Je voyais beaucoup de gens qui faisaient des choses qui, traditionnellement, ne faisaient que chez eux. Donc, recevoir des amis, organiser des fêtes, passer des journées au parc, travailler. Ça a explosé un peu au point où, dans le livre, je suggère là, que si on passe toute la journée sur son ordinateur, puis on échange des courriels, on parle avec des gens, on donne son opinion, on achète des trucs, puis on sort à 18h prendre un peu d'air frais, ma question c'est qu'est-ce qu'est l'espace public, puis qu'est-ce qu'est l'espace privé? Puis pour moi, il y a une sorte de renversement presque. L'espace public, c'est... Ça s'est fait dans les 2 sens aussi. J'écrivais ça justement on a parlé des tiers-lieux aussi, là, des troisième lieux qui sont, il y a le travail, la maison, puis le lieu de détente, la bibliothèque, le café, le bar ou le parc à la limite. Ou est-ce que c'est devenu un seul lieu qui était chez nous aussi? Le travail est entré dans notre maison, le divertissement est rentré dans nos maisons aussi. Moi, je regardais des shows de danse en web diffusion parce que c'était la seule offre qu'il y avait. Donc, les tiers-lieux n'existaient en quelque sorte plus, à part justement les espaces publics extérieurs où est-ce qu'on pouvait être dehors. Mais l'inverse s'est produit aussi, je trouve, puis c'est intéressant. Et je trouve que ça a re-questionné justement notre rapport à l'espace, à la performance. Et nos habitudes ont un peu changé depuis. Je ne sais pas si on va revenir à quelque chose d'aussi spontané que c'était avant. Mais les deux se sont un peu mélangés, puis je pense que ça a brouillé certains codes aussi par rapport à c'est quoi le lieu où est-ce qu'on se détend, c'est quoi le lieu où est-ce qu'on se rencontre, c'est quoi le lieu intime. Puis on a beaucoup parlé de ça, le privé versus l'espace public, puis comment on peut vivre un moment privé dans un espace public aussi. Oui, dans certains cas, ça nous donnait la place à vraiment, comme tu avais dit, à faire l'inverse dans beaucoup de choses. Toi, avant, tu parlais de l'intimité et ça nous donnait cet espace de ramener l'intimité dans le dehors, you know. Et je pense aussi, par exemple, à certaines organisations qui ont essayé de vraiment... comment on dit ça, faire avec, c'est la situation qu'on avait en danse, par exemple. Et sur, c'est Sainte-Catherine et Saint-Laurent, je pense,
C'est le building où il y a comme... Tu connais cet énorme immeuble? Le 222? Où je pense il y a comme une Oui, station de c'est radio. ça. C'est Comme dans toute cette coin-là, je ne sais pas Ouais. si tu savais ça, mais le 1% comme le projet artistique de cette construction-là, c'est en fait que toutes les deux façades du building, c'est des espaces pour la performance. Donc, c'est des verres, c'est les glaces, c'est des verres. Donc ça, c'est en bois, puis tu as comme des couloirs, comme plusieurs étages qui sont toutes faites en glace. Et c'est incroyable parce que c'était pensé, le 1% était pensé pour la performance, pour que les gens performaient dans ces lieux-là. Et je pense que ça faisait des années que cet espace n'était pas utilisé, mais au cause de la pandémie, Danse avait travaillé avec cette construction-là pour amener la danse dans un espace semi-public, puis dans l'architecture. Et c'était beau de voir comment on commençait à faire un peu de ça et une réutilisation des lieux qui ne sont pas nécessairement pour la danse, pour aller chercher une performance. C'était super intéressant. Oui, c'est pas des lieux dédiés, mais puis ça, c'était vraiment une belle initiative de faire 1% qui est un 1% de performance et non nécessairement un objet, une œuvre d'art ou tangible. Au projet de Daily tous les jours aussi, qui convoque souvent la danse dans l'espace public. Convoque un peu le numérique aussi, puisqu'il y a toujours de la technologie derrière, mais qui est, eux en parlent vraiment comme une façon de faire en sorte que les gens entrent en contact les uns avec les autres. C'est drôle, Mouna était ma prof à la maîtrise. Ah bon, bon. Je vois les liens, certainement. Mais, mais c'est ça, par exemple, Daily tous les jours est une compagnie qui fait un studio d'art public qui fait beaucoup de projets à l'échelle publique. Et je me dis, c'est full intéressant, comme beaucoup de ces initiatives, de ce type de pratiques qui, moi, je me dis, qui peut utiliser la danse. Pas la danse de la façon qu'on pense, mais par exemple, une tête chorégraphique qui peut faire partie du développement du projet pour ramener la connaissance du movement practitioner qu'on a. Et je trouve, comme dans beaucoup de nos discussions, je trouve que, et ça c'est mon questionnement à moi, c'est on a vraiment beaucoup de travail à développer plus un lexique autour de notre connaissance. Parce que la danse n'a pas trop de... Oui et non, mais toi, tu fais ça aussi. Tu fais comment on dit ça? Archival. Oui. Et je trouve qu'on a tellement des connaissances de comment on pratique qui ne sont pas vraiment mis en mots. Par exemple, la négociation, ça c'est une pratique chorégraphique qui les gens savent parce que c'est des choses qui sont pratiquées dans une pièce à l'autre, dans une personne à l'autre. Mais comment est-ce qu'on nomme toutes les valeurs, façon de voir, façon de sentir, pour qu'on peut en fait travailler dans notre métier, mais aussi ramener cette connaissance vers des autres pratiques. C'est un nouveau beau projet pour si tu as envie d'écrire, de théoriser. Oui, peut-être. Une activité que je fais avec mes groupes, des fois, c'est de leur dire allez marcher autour de chez vous une demi-heure, mais en prêtant attention à leur sens. Puis bon, la proprioception, les odeurs, ce à quoi ils touchent, ce qu'ils entendent. Puis c'est ça. Puis je leur dis aussi, vous êtes déjà des experts de vos milieux de vie. C'est juste que on ne vous a pas mis dans les mains des outils pour capter ces sensations-là. Puis à partir du moment où on y est attentif, là, tout d'un coup, là, il y a un paquet de données, plein de choses que j'avais jamais remarqué. J'ai ça, j'adore lire ces exercices-là quand je les fais parce que je m'assois puis on dirait que je découvre des secteurs. Puis ce qui arrive beaucoup, c'est que on va écrire j'avais jamais réalisé telle chose et ils sont capables de faire des propositions de type urbanistique après. Il faudrait piste cyclable là, ou enfin, il faudrait organiser tel espace différemment. C'est ça, parce que la quantité d'informations en temps réel qu'on est capable de gérer, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est fascinant. Une fontaine, par exemple, je trouve ça quand même incroyable. Une fontaine, ça permet l'intimité. Les gens s'en rapprochent, puis ça couvre le bruit des conversations.
Tu sais, c'est un détail, c'est anodin encore. C'est comme déplacer une chaise. C'est pas grand-chose. Non, Mais bon, tu sais, là, il y a une chorégraphie qui s'organise. C'est riche pour vrai. C'est intéressant ce que tu dis, que tu donnes tu t'invites tes étudiants à aller se déplacer, puis de se mettre en espace, dans le fond, là, d'impliquer leur corps dans un espace. Et je dis tellement souvent à des amis comment je me trouve chanceuse d'avoir étudié en danse, justement, parce que nous, ça faisait partie de notre formation de faire ce type d'exercice. Pas seulement de pratiquer des mouvements en danse, mais de prendre conscience de notre espace. Puis on avait des exercices de toutes sortes où est-ce qu'il fallait aller regarder par la fenêtre, regarder ce qu'il y avait dehors, identifier ce qu'on voyait, le nommer. Puis ça permet toute une observation qui fait partie de notre métier en danse, d'avoir cette conscience 360 de notre environnement. Et je me dis, mais tout le monde, tous les corps de métier devraient faire ce genre d'exercice, qu'on soit infirmière ou justement pour avoir cette conscience de l'espace dans lequel on évolue. Et je pense qu'il nous donnerait une meilleure sensibilité justement à ces détails environnementaux. Puis je trouve ça, je te félicite de donner ça à tes étudiants parce que je trouve que c'est des exercices tellement pertinents, mais pas seulement pour des gens des arts vivants. Mais c'est là. ça oui, que c'est je ça. dis, comme on a besoin de sortir la connaissance de la danse pour que ça existe dehors les scènes de spectacle, parce qu'il y a une énorme connaissance pour le corps dans la vie. Exact. Dedans, you know. Et on arrive juste un peu vers la fin. Je voulais juste voir s'il y avait des questions, des gens qui nous écoutent. S'il n'y a pas de questions, bon, on peut poursuivre alors. Est-ce que je voulais Tu parlais qu'on devrait justement, les spectacles dehors, de s'investir dans ces... Ah oui, une chose que... Non, ça arrive. Mais par exemple, toi, tu parlais de cet exercice de proprioception. Puis que moi, dans ma thèse, en fait, je parle de la chorégraphie comme quelque chose qui est, oui, l'organisation du corps dans l'espace, mais c'est aussi l'expression de ce corps-là. Et plus on travaille dans un corps qui est confortable, de sentir, d'être proprioceptive, plus en fait on donne la place, pas juste à l'organisation du corps, comment on s'organise dans une chaise, mais l'expression de ce corps-là sur cet objet-là. Et une chose, quand je plongeais un peu dans mon trou noir, j'étais tellement fâchée parce que j'étais comme, comment est-ce que les objets-là, they don't give us the agency to express ourselves. Et même les espaces publics ou l'architecture, c'est là pour proposer une gestualité, une chorégraphie, une interaction, mais c'est des choses qui ne nous donnent pas l'espace pour être des agents dans un dialogue avec cet objet-là. Je te regarde parce que tu es vraiment dans une... mais ma question, puis c'est vraiment une question aussi espace public, comment le design d'un objet jusqu'à un espace public peut nous donner comme like a playground pour entraîner notre corps à aller plus loin dans notre propre corporalité. You know? Oui, c'est intéressant. Oui, non, j'essaie d'imaginer. Je peux dire en tout cas une chose depuis quelques années, en Amérique du Nord notamment, il y a des mouvements citoyens qui investissent de plus en plus l'espace. On appelle ça de l'urbanisme tactique ou DIY ou placemaking, peu importe, mais il y a des termes à ça, puis c'est l'idée de dire, bien, notre capacité de modifier l'environnement ne devrait pas s'arrêter au seuil de notre porte, mais puis ça peut être juste mettre des fleurs dans un bac, mettre des fleurs dans le parc qui est devant chez soi, mais ça peut aller beaucoup plus loin, puis, mais on a des vieux réflexes on est dans une société très légale où il y a la responsabilité civique. J'ai entendu des histoires catastrophiques d'un citoyen qui avait décidé de faire peindre une traverse pour piétons la nuit, je ne sais plus dans quelle ville, qui a eu des problèmes, des amendes, etc. Parce qu'on pense que moindrement qu'on modifie des choses, le droit va nous tomber dessus. Puis c'est peut-être des réflexes à casser par rapport à ça en disant, ben, je veux dire, on peut modifier les choses autour de nous sans tout casser, finalement. C'est ça, l'espace public. Oui, puis danser plus. Oui! Manifestement.
Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous. C'était vraiment très, très intéressant, Andrea, Guillaume. Puis j'invite les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent à aller voir la carte mentale et les références que Guillaume et Andrea ont mis sur le site, des références très inspirantes. Si vous voulez en savoir plus sur le design industriel, sur les chorégraphies d'Andrea, sur les travaux de recherche de Guillaume. Et à toutes et à tous, je vous remercie d'avoir été là, encore une fois, pour ce dialogue Danse actuelle. Et on va reprendre ça en janvier, je crois, avec d'autres artistes et d'autres experts. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci. C'est une belle thérapie. C'était une belle thérapie.